RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous ou bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce Café des Sports qui referme une semaine d'actualité footballistique particulièrement animée avec ou grâce à la Ligue des Champions. Vous pouvez nous suivre, vous le savez, à travers votre poste radio. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, en Facebook Live. Et vous pouvez en plus nous voir grâce à France 24. Merci beaucoup de nous être fidèles et voici nos débatteurs du jour. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie et bonjour à Xavier Barré. Bonjour à Edrango Ralente. Voilà. Alors, et Rémi, à tous les auditeurs et toutes les téléspectatrices, je vous salue. J'espère que la tenue, ça vous donne quelque chose. alors nous on sait pourquoi vous êtes aussi élégant. C'est parce qu'après vous allez fêter quelque chose, n'est-ce pas? Oui. C'est l'anniversaire de Rémi Ah, Ngono aujourd'hui. bon anniversaire, monsieur anniversaire, Ngono. Rémi. Voilà, merci. Je pense que c'est pour ça que vous Il êtes se rapproche des 100 ans, tranquillement. Bonjour. Je ne sais pas si je les ai dépassés. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, ça fait plaisir de fêter l'anniversaire de Rémi sur le plateau. N'est-ce pas? Bonjour Alejandro Valente, notre préfet à tous. Merci d'être là. Alors dans les débats de ce vendredi, d'abord nous commencerons au Cameroun avec ce J-100 pour la CAN. Le coup d'envoi de la 33e Coupe d'Afrique des Nations sera donné à Yaoundé dans 100 jours, alors que 4 autres villes seront mobilisées par la compétition. Olivier Pron vient de visiter plusieurs sites et il nous donnera son sentiment. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, buteurs en Ligue des Champions. Verra-t-on encore longtemps ces deux joueurs hors pair, hors catégorie, hors tout ce que vous voulez, être décisif et tenir le haut de l'affiche? Enfin, vos grands rendez-vous du week-end sur les pelouses européennes. Nous aurons la rencontre Red Citizen qui pourrait valoir la tête du championnat anglais. Peut-être. En tout cas, il y a un suspense évidemment autour de cette rencontre et nous vous dirons pourquoi. Le Barça à Madrid face à l'Atlético ou la dernière partie de Ronald Koeman avec les Blaugrana. En tout cas, c'est ce qui semble. Enfin, un derby de Ligue 1 et même plus entre Stéphanois et Lyonnais avec un Karl Toko Ekambi, un Camerounais, en feu pour porter les Gaunes dans le chaudron. Et pour finir, évidemment, il y aura nos cartons, les nôtres et les vôtres. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin. Laurent Salerno est à la réalisation. À la vidéo, nous avons Swell Kedir et Léo Bernard. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts. On parlait à une certaine époque de la CAN 2019, programmée au Cameroun, puis victime d'un certain glissement, le mot à la mode à l'époque. Elle avait glissé vers 2021. Ensuite, malheureusement, il a fallu encore la reporter, mais cette fois, c'était à cause de la pandémie mondiale qui a causé ce report pour janvier 2022. Le Cameroun sera donc l'hôte de la 33e Coupe d'Afrique des Nations. La capitale accueillera le match d'ouverture et les finales, mais au total, ce sont 5 villes à travers le pays qui accueilleront sélections et matchs dans des enceintes parfois neuves, parfois rénovées. Nous avons pu en voir fonctionner plusieurs, vous vous en souvenez, on vous en avait parlé, c'était au cours du CHAN l'année dernière, en janvier dernier où nous nous étions déplacés. Alors, le pays des lions indomptables, rappelons-le, vainqueur de 5 CAN, et on se souvient aussi de cette aventure en quart de finale de la Coupe du Monde en 1990 en Italie. Le pays est-il prêt? Eh bien, la question, nous allons la poser à Olivier Pron, qui vient de sillonner le pays avec Denis Chastel et au volant un certain Kevin. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Ali Gasnier et bonjour à tous les énergumènes qui vous entourent. Ils sont là, au rendez-vous. Vous aussi, vous avez l'air entouré par des énergumènes, si on en croit la photo qui apparaît sur notre écran, puisque vous avez l'air d'être en très bonne compagnie. Olivier Pron, racontez-nous, vous venez de passer une semaine entière à sillonner le Cameroun du nord au sud, enfin plutôt du sud au nord, après d'est en ouest. Bref, vous êtes redescendu à Douala. Racontez-nous, est-ce que ce pays est prêt et peut-être avant tout, est-ce que la population est prête à s'enthousiasmer pour l'événement ? Oui, alors c'est pas fini, hein. On vient d'arriver à Douala, on ira à Limbé et à Bouéa demain. Limbé parce qu'il y aura un groupe là-bas, comme il y en avait un au moment du Chan. Et voilà, on vient d'y arriver effectivement depuis dimanche avec Denis Chastel, 2500 km en avion, aller-retour Yaoundé-Garoua. Ensuite, on en est à peu près 800 km par la route, Yaoundé-Bafoussam. Et aujourd'hui, Bafoussam Douala, 2554 nids de poules évités aujourd'hui. Ça, c'est pour le côté un peu négatif de la route entre Bafoussam et Douala. Merci Kevin. 4 stades vus, 15 hôtels visités. On est mûr pour le guide du routard. Il n'y a pas de problème. Édition 2022, coécrite par Denis Chastel et Olivier Pron. Pour ce qui est du reste, oui, la population est prête à accueillir cette CAN. Ils en rêvent, les Camerounais. Vous avez parlé de 2019 tout à l'heure, donc on va dire que ça fait 3 ans qu'ils attendent cette CAN, mais ça fait 50 ans qu'ils attendent une CAN. Les Camerounais, le pays des lions, vous l'avez rappelé, ils en ont gagné 5, ils n'en ont jamais gagné une chez eux, parce qu'en 72, ça avait été un fiasco, ils avaient été éliminés en demi-finale. Tous en parlent. Tous veulent laver l'affront de cette CAN ratée, ou en tout cas cette CAN non remportée en 72, qui avait été vécue comme un traumatisme à l'époque dans le pays. Et là, oh oui, là, tous ceux à qui on tend notre micro depuis dimanche nous disent « Oh mais oui, on est impatients, oui, venez nous voir ». Roger Mila nous a même dit « Réservez vos billets, si vous voulez, je viens vous chercher à l'aéroport ». C'est pas à moi qu'il parlait, hein, c'est aux gens. Roger Mila est prêt à me dire « Entendez ça, vous cherchez à l'aéroport lui-même ». C'est quand même une bonne raison de venir. Oui, la star hein, de cette équipe, en tout cas celui qui apparaissait en 1990, on s'en souvient, et de sa danse lorsqu'il marquait les buts. Olivier Pron, racontez-nous, pour ce qui est des stades, parce que finalement, il y a des nids de poules, les hôtels sont peut-être prêts, mais est-ce que les enceintes sportives, ce qui est quand même le plus important, sont prêtes ? Oui, celles que l'on a vues, oui. On a même vu des hôtels globalement prêts aussi. Hein, à Garoua, ça s'est construit en quelques mois. On a logé avec Denis Chastel dans un hôtel flambant neuf qui accueillera 2 équipes, notamment le Nigeria, me semble-t-il, et je ne sais plus laquelle. Mais oui, ça s'est construit très vite. Le stade de Garoua, lui, il a été rénové. On l'a visité lundi matin. Il est de fort belle facture, 25 000 places. Tout ce qui est autour, toutes les routes. Vraiment, Garoua se réjouit. Ils estiment à Garoua que cette CAN leur a apporté beaucoup. Des infrastructures hôtelières, un stade rénové, mais surtout des routes. Et ça, c'était très important parce que c'est quand même une ville à l'extrême nord, une ville sahélienne, qui est parfois, où on se sent parfois oublié, même si on connaît tous, nous, Garoua, par le Coton Sport, qui a été sacré champion pour la 16e fois il y a 48 heures. Yaoundé, c'est là où le bas blesse, ou en tout cas le bas blessait. On connaissait le stade Amadou Ahidjo, qui était le stade historique des Lions, qui a été rénové. On l'a découvert redécouvert au moment du Chan. On y était pour la finale, déjà avec Denis Chastel. Ce stade-là, il n'y a pas de souci. On déplorera simplement un centre de presse vraiment un peu petit et un peu étriqué. La grande question, c'était le stade Essombe, ce stade de 60 043 places, m'a dit Jules Denis Onana, le coordonnateur de ce site et de ce stade. Il est prêt pour ce qui est de la pelouse. Toutes les pelouses que nous avons vues sont belles, y compris sur les terrains d'entraînement. C'est important de le dire. Elles sont toutes nickel et les terrains d'entraînement sont parfaits. Le stade Olembe, il faudrait juste, il reste 2 mois, ils nous ont promis que ce serait prêt pour fin novembre, faire les alentours. Il y a quand même encore beaucoup de terre, de poussière et d'aménagements qui ne sont pas encore faits, mais il reste 2 mois, ils n'ont pas l'air d'être inquiets, et c'est quand même là où il y aura le match d'ouverture et la finale. Et puis enfin, le dernier stade qu'on a vu juste à Nîmes, le stade de Garoua, celui-là, il a été construit, il a été livré le stade de Bafoussam, pardon, il a été livré il y a 5 ans déjà, 20 000 places, c'est exactement le même qu'à Limbé, exactement, construit par les Chinois, et là, pareil, à 16 km de Bafoussam, en pleine campagne, les paysages sont merveilleux et le stade est nickel. Bon, ben, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Alors, Olivier, une dernière chose, parce que vous avez rencontré des Camerounais, vous avez aussi rencontré certains de ces acteurs qui ont fait le football camerounais et surtout son palmarès. Est-ce que ces stars sont prêtes à se mobiliser? Vous dites que Roger Mila viendra nous chercher à l'avion, mais est-ce que Rigobert Song, François Manbic, voire notre ami Joseph-Antoine Bell, est-ce qu'ils sont tous prêts pour cet événement ou se préparent encore? Ah oui.
Oui, oui, ils sont prêts, ils sont disponibles. Moi, j'ai la chance mardi de réunir quand même deux légendes. Roger Mila, chez lui, j'ai passé quasiment la demi-journée parce que Rigobert Song est un lève-tard, pas toujours très ponctuel. Mais il est tellement sympa et tellement sage, Rigobert Song, que même avec 2 heures de retard, on est content de l'embrasser. Et donc, oui, ils sont prêts, ils tiennent le même discours, ils veulent que ce soit une réussite, ils veulent accueillir les gens dans leur pays, ils espèrent que les Lions indomptables, la nouvelle génération, ira au bout, bien sûr. François Mambic, lui, il sera sur le banc, il ne rêve que d'une chose, c'est d'être sur le banc du Stade Olembe le 6 février pour la finale. Et puis enfin, Joseph-Antoine Bell, ça fait une semaine qu'on se parle au téléphone. On est chez lui, ici à Douala. On va le voir ce soir ou demain. Et Joseph-Antoine Bell, vous le savez bien sûr qu'il est ravi d'accueillir ici au Stade Japoma cette CAN. Et vous l'entendrez à nouveau cette année pour nous aider à commenter les matchs, sans doute sur RFI. Oui, très certainement. Merci beaucoup, Olivier Pron, d'avoir été en direct dans Radio Foot International pour nous raconter un petit peu cette découverte du Cameroun qui accueillera la CAN. Et on aura l'occasion d'en reparler dans Radio Foot et surtout pour les auditeurs d'entendre votre grand reportage sur l'antenne. Merci beaucoup et revenez-nous, on vous attend. Mardi. D'accord. Encore un peu et on visite Douala et Limbe. On sera là. Rémi, est-ce que ce sont des nouvelles qui vous rassurent un peu Olivier s'est quand même beaucoup promené et pas avec des officiels, donc il est allé voir les lieux pour voir comment se prépare la CAN. Je peux dire que ça va vers mes prévisions, parce que à l'époque, les gens disaient que j'étais pessimiste quand je disais on ne peut pas organiser une CAN en 2019. Y compris le président de la CAF et son vice-président me cassaient. Aujourd'hui, c'est Olivier Pron qui le dit, que le stade, là où doit avoir l'ouverture, n'est même pas encore prêt. Donc, une CAN devait quand même, ce stade devait être livré en octobre 2018, nous avait-on dit. Maintenant, oui. C'est ce qu'on est en train de récemment, il y a eu un match et on a interdit à la presse de se rendre. Donc, on avait bien compris qu'il y avait un problème. Donc, aujourd'hui, ce que nous espérons, c'est qu'il n'y ait plus de grève au niveau des ouvriers. Parce qu'il faut se dire que beaucoup d'ouvriers ont abandonné encore le stade et que subitement, ceux-là qui sont supposés être des cadres ont dit qu'ils prenaient des vacances. Et maintenant, il semble quand même que comme on devait livrer le stade à la fin de ce mois, ça a été repoussé pour la fin du mois prochain. Ils ont 100 jours. Moi, j'espère, parce qu'au moins s'il y a des solutions alternatives pour que la CAN puisse avoir lieu, parce que là-dessus, au moins, on est un peu sûr, mais concernant le complexe, parce qu'il faut quand même se dire que c'était un complexe sportif, le complexe devait avoir un hôtel 5 étoiles, devait avoir une piscine olympique, devait avoir... Vous savez, c'est pas le seul pays, malheureusement. Ce n'est plus possible, mais l'argent est quand même parti. Mais néanmoins, au niveau des pelouses, il faut se dire que le travail a été bien fait. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce que le stade Paul Biya sera prêt? Là, j'attends que la CAF donne le feu vert parce que jusqu'à présent, la CAF qui a installé un bureau à Yaoundé n'a pas encore validé un ultimatum. Donc d'ailleurs, ils ont prolongé et moi, je croirais, comme dit un proverbe africain, on n'achète pas le lièvre tant qu'il est dans le sac. Juste une chose, les Brésiliens, les Camerounais sont tenus quand même par leur passion du football en Afrique comme étant un peu les Brésiliens d'Afrique. Est-ce que vous vous attendez à une vraie ferveur durant la compétition dans le pays? Oui. Parce que le football au Cameroun, il faut se dire... Ils vont voir les stars tout près. Oui, parce que le Cameroun, c'est une terre de football, quoi qu'on dise. Vous savez, ils sont sur la ligne du Brésil, sur la même ligne. Oui, parce que vous voyez, à l'époque, les Brésiliens venaient jouer au Cameroun. Et d'ailleurs, Georges Weah, qui est né, qui fête aussi un anniversaire comme moi, le 1er octobre, il était à Yaoundé, il voulait même être Camerounais. Il y avait des Ghanéens qui venaient chez nous. N'oubliez pas que le Cameroun avait de grandes équipes telles que Oryx de Douala, Union de Douala, Canon de Yaoundé, Tonnerre de Yaoundé, même le Diamant et tout ça. C'était de très grands clubs dont les Camerounais ont toujours été habitués à de grands événements. Et d'ailleurs, je vous dis, l'une des meilleures CAN organisées en Afrique, alors qu'elle n'avait été préparée qu'en 10 mois, c'est-à-dire qu'en 72, et il y avait des matchs en nocturne, c'était bel et bien au Cameroun. Et vous avez pu voir le Chan, comment est-ce que les Camerounais ont porté...
Et, Voilà. avec un hymne qui était signé Manu Dibango. Feu Manu Dibango, qui est devenu d'ailleurs un disque emblématique, bien évidemment. Il nous l'avait raconté dans Radio Foot International. Il y avait- Voilà il y pour avait ce qui est de la CAN. Il n'y avait que 8 équipes à l'époque Oui. pour la phase finale. Alors que là, on en est à 24. On est à la Mais moitié on du connaît, continent. Donc, effectivement, hein. il y a beaucoup de contraintes pour l'organisation et c'était très intéressant ce qu'expliquait Olivier. L'overdose. Ouais, Par contre, il y a quand même un élément que je me permets juste de relever pour rebondir d'ailleurs sur ce que vient de dire Rémi, c'est l'état des pelouses. Et quand on sait les réticences qu'ont les clubs européens, notamment pour libérer les professionnels, le fait de savoir que les pelouses sont en très bon état et qu'il y aura donc potentiellement moins de blessures qu'on peut en craindre, ça va peut-être faciliter la libération des internationaux africains pour aller jouer à la compétition. Mais bon, les conditions aussi atmosphériques dans cette région particulière de l'Afrique sont sans doute favorables à des pelouses vertes, parce que la végétation est verte. On va s'arrêter là, on y reviendra, Rémi, sur cette CAN. Pour l'instant, eh bien, nous avons assisté cette semaine à pas mal de matchs de Ligue des Champions. Il y a eu des surprises, mais il y a eu aussi 2 stars qui, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, continue à nous tenir en haleine. Léo Messi qui passe à la ligne médiane. Léo Messi qui a du champ. Léo Messi qui repique dans l'axe. Léo Messi qui sert Neymar. Neymar qui retrouve Messi. Tous les couleurs du PSG. Magnifique action. La soirée était très compliquée pour United et puis qui vient sauver les meubles, c'est Ronaldo. En Ligue des Champions, quand il faut faire la différence, quand vous avez ces joueurs-là, un éclair suffit. Un éclair suffit ou peut-être 2 éclairs. Il y a donc eu celui de Lionel Messi, le néo-parisien, sous son maillot numéro 30, désormais au Parc des Princes à la 74e minute, qui a assuré la victoire du Paris Saint-Germain en marquant le 2e but de ce 2-0 face à Manchester City. Et puis le lendemain soir, peut-être qu'il avait regardé Lionel Messi marquer, eh bien il a eu ce but de Cristiano Ronaldo à la fin du temps réglementaire. Il a sauvé sa nouvelle équipe, enfin son ancienne nouvelle équipe ou sa nouvelle ancienne équipe, et à Manchester United où il a retrouvé son maillot numéro 7. Un vrai soulagement, même pour Cristiano Ronaldo. Écoutez-le. C'est si bon, on a eu tant d'occasions, on a vraiment dû lutter, on a vraiment été en difficulté, on a vraiment été nerveux en première période. Enfin, même en deuxième, pour être honnête. On a eu plus de chance que lors du dernier match. Merci donc à nos fans et à tous nos joueurs. Rémi, il dit qu'il a eu un peu de chance, qu'ils ont eu un petit peu de chance, Manchester United, mais c'est aussi la marque des grands joueurs, c'est ce qu'on dit souvent. Est-ce que, alors même s'il a pris un carton jaune pour avoir enlevé son maillot et montré ses muscles, est-ce qu'on va encore les voir briller, selon vous, longtemps à ce niveau-là, ces deux énergumènes ? Moi, je suis convaincu que Cristiano Ronaldo va encore briller dans la mesure où la condition physique est exceptionnelle. Et puis, on a pu voir son adaptation. Et puis, quand il parle de chance, c'est parce qu'il veut être humble. C'est la 12e fois qu'il sauve son club, ou bien un des clubs en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'en marquant presque toujours dans les dernières minutes. Tant que le match n'est pas fini, Cristiano Ronaldo est donc là. Donc, aujourd'hui, il a prouvé, parce que 37 équipes différentes ont encaissé des buts de Cristiano Ronaldo. Il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il est bien évidemment même le meilleur tireur de coups francs de la Ligue des Champions. Il est le meilleur passeur de la Ligue des Champions. Il est le meilleur buteur en finale de Ligue des Champions. Il est le meilleur buteur en quart de finale, en demi-finale. Il est le meilleur des meilleurs, le meilleur buteur de la tête, le meilleur buteur du mauvais pied, le meilleur buteur. Mais c'est pas possible. Rémi, c'était son 178e match de Ligue des Champions et il a battu le record établi par Iker Casillas. Lui ne risquait pas de marquer des buts puisqu'il était gardien de but. Donc non, mais c'est vrai que c'est remarquable ce qu'a fait Cristiano Ronaldo, mais je pense que si on doit comparer les deux, c'est encore plus remarquable ce qu'a fait Lionel Messi. Parce que Messi, lui, il marque dans un club totalement nouveau pour lui. Lui qui n'était jamais sorti de Barcelone, il vient d'arriver. Cristiano aussi, c'est nouveau. Bah non, vous l'avez rappelé, Annie, il a déjà joué à Manchester United. Il a joué avec qui là-bas ? Il a joué à Manchester United. Il a joué à Manchester United, donc il connaît cet univers. Donc pour lui, c'est une reconquête, mais c'est une conquête
qu'il réussit d'ailleurs plutôt bien, mais c'est une conquête qui est pas totalement, c'est pas un déracinement complet. Alors que pour Messi, on voit, c'est une période d'adaptation qui est totalement nouvelle. Et d'ailleurs, il n'avait pas encore marqué. Il a choisi ce théâtre de la Ligue des Champions et de ce match contre Manchester City pour marquer ce premier but qui était superbe. Et je pense que ça augure effectivement de perspectives radieuses pour Messi au Paris Saint-Germain. Alejandro, c'est interminable mano à mano finalement. Ça fait combien de temps? Ça dure depuis 2009, c'est ça? Depuis que ces deux joueurs se sont rencontrés et se sont retrouvés dans le même championnat? On pourrait dire depuis 17 ans à peu près. Ça fait 17 ans que Messi est arrivé, qui est plus jeune, donc qui a disputé moins d'éditions que Cristiano Ronaldo. Donc c'est Messi qui est arrivé il y a 17 ans en Ligue des Champions. Et il a d'ailleurs marqué dans chacune des éditions auxquelles il a participé. Oui, mais le mano à mano, la surenchère entre les deux, c'est depuis qu'ils jouent dans le même championnat finalement. Oui, ça a été la partie la plus spectaculaire, ça a été quand ils étaient tous les deux en Espagne. Mais c'est vrai qu'il y a un duel à distance qui se poursuit et qui a commencé alors qu'ils étaient tous les deux très jeunes. Voilà, Cristiano Ronaldo a remporté son premier Ballon d'Or en 2008, Messi l'a fait en 2009. Et depuis, à part une exception pour Modric, ils se sont toujours partagés le gâteau. C'est assez exceptionnel. Je pense qu'on n'a jamais vu un duel comparable. Et à mon avis, ça va durer encore la saison prochaine puisque tous les deux ont la Coupe du Monde en ligne de mire. C'est ça, Xavier, leur motivation du moment. C'est cette Coupe du Monde au Qatar en fin d'année prochaine où ils veulent encore être là présents tous les deux. Clairement, enfin, ils l'ont pas caché ni l'un ni l'autre. Ils savent que vraiment cette Coupe du Monde qu'ils ont jamais gagnée. C'est pour ça qu'ils ont choisi des gros clubs encore. Voilà, qu'ils n'ont jamais gagné. C'est effectivement l'objectif pour eux. Ce sera peut-être le tournant de leur carrière parce qu'après, on sait qu'ils sont attendus sur d'autres latitudes, probablement aux États-Unis, où ils apporteront aussi beaucoup de passion à ceux qui aiment le soccer. Maintenant, encore une fois, je me répète, je trouve que ce que fait Messi pour le moment au Paris Saint-Germain, après toutes ces années à Barcelone, c'est quelque chose de totalement inédit pour lui. Enfin, ça commence, on n'a pas encore vu oui, énormément de choses. Mais vous êtes en train de parler d'un but que Cristiano Ronaldo, c'est pas possible. Que Cristiano Ronaldo, il revient dans un club qu'il connaît, donc il a d'ailleurs été très bien accueilli et c'est normal. Alors que Messi, aucun des partenaires n'est le même quand même. Comment? Non, à part l'entraîneur avec qui il a joué d'ailleurs, mais bon, c'est normal aussi. En même temps, il y a eu 12 années qui se sont écoulées entre temps. Donc, ce qui est formidable, c'est la longévité des deux joueurs. Parce qu'à 34 et 36 ans, être toujours aussi performant, ça démontre qu'ils ont l'un comme l'autre une hygiène de vie remarquable. Rémi? Moi, ce que je voudrais dire à Xavier Barré, c'est que déjà, il est en train de dire aux gens du monde entier que Messi a fait un très grand effort de se retrouver dans un club où il ne peut pas s'adapter. J'ai dit des grands joueurs. Il s'adapte aux grands joueurs. Parce qu'il faut quand même se dire qu'il a joué, lui, avec Neymar. Il a joué avec Neymar et Neymar était là. Et de surcroît, Mbappé... Et il joue avec Di Maria. Voilà, avec Di Maria. Mbappé, c'est un joueur de classe mondiale. Monsieur, attendez, c'est un joueur de classe mondiale. Les gens qui étaient là, c'est de très grands joueurs. Par contre, Cristiano Ronaldo, vous n'allez pas me citer ceux-là qui sont des super grands joueurs dans cette équipe-là, de la classe du Paris Saint-Germain. Et au-delà de ça, Cristiano Ronaldo, lui, marque son but à 36 ans, 236 jours. Donc, c'est lui qui fait la performance. Je veux te dire que si Cristiano Ronaldo ne marque pas ce but, d'ailleurs, Manchester United est presque dans les choux, puisque ce Manchester United, lorsqu'on essaie de regarder, avant qu'il n'arrive sur les matchs de Ligue des Champions, eh bien, à Manchester United, c'était 7 défaites, seulement c'était la Ligue 4 victoires. Et voilà, 4 victoires en Coupe européenne. Mais là, il vient, lui, il marque. Messi aurait pu ne pas marquer sur cette passe de Mbappé. Mais le Paris Saint-Germain aurait gagné. Ce n'est pas un but décisif. À ce moment-là, Manchester City mettait la pression. J'ai dit le but de Cristiano Ronaldo est décisif parce qu'il apporte les 3 points. Le but de Messi n'apporte pas les 3 points. Et de surcroît, j'ai dit, sur la condition physique. J'ai parlé de la condition physique. Le Paris Saint-Germain a été sacrément bousculé. Cette équipe de Manchester City est très forte. Tu as parlé de la condition physique. Donc, sans le but de Messi, on aurait probablement une toute autre fin de match. Probablement, mais à l'instant où il marque, j'ai dit bien sûr, une très belle passe, une très merveilleuse passe de Kylian Mbappé qu'on ne veut pas mettre en exergue. Mais sauf qu'il faut dire, au niveau de la condition physique, je trouve encore Cristiano
mieux loti. La preuve, c'est que Messi revient de blessure. Donc, pour moi, Cristiano Ronaldo a encore le temps de pouvoir continuer avec des performances. Et d'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit que plus le bouc vieillit, plus sa corne est dure. Bon, enfin, en attendant, malgré Cristiano Ronaldo, Manchester United a perdu 3 de ses 5 derniers matchs, alors que le Paris Saint-Germain, lui, il est en train de s'habituer à son nouveau rôle, lui aussi, à son nouveau club. C'est l'heure de vous parler des affiches du week-end et des grands rendez-vous. On va pas parler spécialement de Manchester United, mais on continue. On va vous parler de Liverpool-Manchester City, le grand rendez-vous qui refermera la 7e journée de Premier League. Mais Alejandro, dites-nous s'il y a quelques commentaires quand même de nos auditeurs internautes. Écoutez, là ce qu'on vient d'entendre, c'était pas une chanson d'anniversaire pour Rémi, mais par contre, depuis le début de l'émission, je reçois des tonnes de gâteaux, des petits cœurs, etc. pour Rémi. Il y a des gâteaux. Oh là là, je vais bien les manger. Vous allez plus rentrer dans votre costume, Rémi, si vous mangez vraiment, tout il y a ça. beaucoup de messages pour Rémi. Pour Rémi. Et puis pour Xavier, pour qu'il ne fasse pas des cadeaux à Rémi malgré son anniversaire. C'est bien mon intention. Alors on continue. Vous entendiez ce Will Never Walk Alone. Les Reds recevront donc à Anfield les Citizens. Un rendez-vous déjà très important pour ces deux clubs. Déjà 3 saisons. Alors c'est ce qu'on a vu en préparant l'émission, Xavier. C'est absolument incroyable parce que quand même ça fait 3 saisons que ces clubs alternent. C'est l'un qui est champion et l'autre vice-champion, ou c'est le contraire. On a eu d'abord les Citizens avec ce 100 points là qu'ils avaient obtenu en 2018. Après on a eu Liverpool qui avait mis 16 ou 17 points d'avance. Et ensuite l'année dernière c'était Manchester City qui a repris. C'est pas inédit dans un championnat bien sûr, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans en Première Ligue, le match c'était Manchester United contre Arsenal. C'était le titre qui passait de l'un à l'autre. Et maintenant, 20 ans plus tard, on voit que les nouveaux cadors, c'est effectivement Manchester City et Liverpool. Mais c'est aussi parce que c'est des clubs qui ont très bien travaillé ces dernières années. Alors avec des moyens importants. Il y a une continuité d'entraîneurs, exactement, et c'est c'est ça qui est la caractéristique, c'est que vous avez Pep Guardiola qui a son projet de jeu et qui recrute des joueurs non pas en fonction de leur notoriété, mais en fonction de leur capacité à s'intégrer dans son système. Et puis d'un autre côté, vous avez Liverpool qui met aussi beaucoup d'argent dans le recrutement, et toujours pareil avec ce même souci de ce que les joueurs puissent s'intégrer dans le système. Donc on a effectivement 2 philosophies de jeu différentes. Mais on a quand même une vraie opposition à l'arrivée, et surtout sur la durée, ce sont des clubs qui continuent à rester avec cette identité de jeu qui leur est propre. Du coup, ça s'annonce passionnant ce match. Alors on parle d'identité de jeu, eh bien écoutons cette confidence du grand Pep Guardiola et surtout son admiration, c'est ce qu'il a raconté pour Jürgen Klopp. Alors c'est son aîné, ils ont à peine 4 ans d'écart, Jürgen Klopp est un petit peu plus vieux, mais surtout Jürgen Klopp a 6 années d'expérience comme entraîneur en plus. Klopp m'a aidé, ou plutôt Klopp et ses équipes m'ont aidé à être un meilleur entraîneur. Il m'a mené à un meilleur niveau, m'a permis de réfléchir, de m'améliorer. Je dois faire en sorte d'être meilleur encore et d'essayer de le battre. C'est le moteur de notre travail, la raison pour laquelle je continue de faire ce métier. Pour essayer de remporter des titres, bien sûr, mais aussi parce qu'il y a certains coachs, et Jürgen Klopp en fait partie, qui vous mettent au défi de franchir un nouveau palier. Alejandro Valente, cette émulation, on parlait tout à l'heure de l'émulation entre 2 grands joueurs, 2 grands buteurs qui ont des ballons d'or et tout ça. Est-ce qu'entre entraîneurs aussi, ça peut jouer, ça peut compter Parce qu'il dit, ça m'a aidé, ça me stimule. Je pense que ça compte, d'autant qu'ils se connaissaient même avant de se retrouver en Angleterre, puisqu'ils avaient passé tous les deux par le championnat allemand. Et là, il faut quand même reconnaître que si les 2 clubs se tiennent un peu dans un mouchoir de poche, Guardiola a quand même un avantage par rapport à Klopp sur les performances, parce que sur les 7 derniers matchs que ces 2 équipes ont disputés, Liverpool n'en a gagné qu'une. Il faut remonter avant la pandémie pour retrouver la dernière victoire de Liverpool, alors que entre les 2 clubs, les derniers duels à Anfield, il y a eu une victoire 4-1 de Manchester City, on se rappelle, en février dernier. Et donc, je pense qu'il y a un avantage quand même important pour l'équipe de Guardiola, qui sort
pour ce match d'une semaine très très difficile avec cette victoire face à Chelsea et cette défaite avec beaucoup de mérite quand même face au Paris Saint-Germain. Rémi, on a vu, alors il y a une dynamique un peu positive et négative pour ce qui est de Manchester City et des Citizens, et en même temps, on a l'impression que Salah et Mané sont de nouveau au rendez-vous des exigences de Jürgen Klopp pour son équipe. Vous savez qu'ils ont trop coûté cher, mais quand vous faites Mané plus Salah, ça ne vaut pas Grealish. Voilà, comme il a dit que Jürgen, oui, il a dit que le nouveau Citizen. Voilà, il a dit que voilà, et bien évidemment Liverpool dépense autant au niveau du mercato. Non, rien à voir. Van Dijk, il n'a pas payé cher. Mais attends, Naby Keïta non plus. Je vais te dire. Donc aujourd'hui, quand on essaie de voir ça, on voit quand même que Jürgen Klopp a mis peu de temps pour essayer de rendre ces joueurs très très bons. Ils sont aujourd'hui véritablement bons. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Mohamed Salah est devenu le deuxième meilleur buteur africain de la Ligue des Champions après Drogba. Donc il est passé devant Eto'o. Et il a encore du temps. Donc Mané également, il est dans une forme étincelante. Mais cependant, il y a quelque chose qui m'inquiète avec cette équipe, c'est que Matip est revenu en défense. C'est que Van Dijk est revenu en défense. Mais curieusement, ils ont beaucoup encaissé. Certes, ils ont marqué un peu Van plus Dijk que... s'est arrêté 1 an quand même. Oui, mais certes, ils ont marqué... Mais attendez, le dernier match, ils ont pris 3 buts contre une équipe qui n'avait marqué que 5 buts pour les 5 premiers matchs. Donc, ça m'a beaucoup interpellé. Et lorsque je vois certains boulevards qui se créent, je me dis, est-ce que l'absence de Wijnaldum n'a pas déstabilisé un peu ces milieux de terrain-là? Donc pour moi aujourd'hui, l'assise défensive n'est pas, mais sur le plan offensif, il dépasse City. C'est-à-dire qu'offensivement, ils sont au-dessus des City. Xavier, juste pour terminer, on se disait en préparant cette émission, finalement, celui qui va l'emporter, si tant est qu'il y ait un vainqueur, ça sera 3 points en or. C'est-à-dire ça sera... On sait que parfois le championnat, ça s'est joué aussi, une de ces années où ils sont l'un ou l'autre, ça s'est joué sur 1 point. Oui, absolument. Voire sur 1 point. Ça a été le cas il y a 2 saisons, effectivement. C'est les confrontations directes qui font parfois basculer et on sait qu'à l'époque l'Arsenal de Wenger était devenu une équipe moins compétitive parce que justement dans ce match du top 6, dans ces matchs entre équipes du top 6, ils n'arrivaient plus à gagner. Et donc là on voit que Manchester City et Liverpool en revanche c'était sa force, c'était de remporter ces matchs-là. Donc là on va voir si Man City confirme les statistiques que donnait le Réfé, à savoir s'ils sont toujours un petit peu au-dessus de Liverpool. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, si vous regardez bien les grands matchs actuellement en Première Ligue, Manchester City a perdu la première journée, mais là, depuis, ils ont gagné à Chelsea. À l'inverse, Liverpool a fait match nul contre Chelsea, donc il y a peut-être un petit avantage quand même pour Manchester City. Ils se tiennent, mais Liverpool, pour l'instant, en tout cas, est en tête de la Première Ligue. Alejandro, ils sont plutôt pour Liverpool ou pour City? Les avis sont très partagés. Alors, il y en a qui sont pour Liverpool, il y en a qui sont pour City. Le dernier pronostic, c'est celui de Tietsom à Cohen qui prévoit 1 partout. Ah oui, comme ça, il ne se mouille pas. Nous serons à Anfield. On continue avec cette autre rencontre qui doit opposer en Espagne, en Liga, un match au sommet. Là, ça sera samedi soir. Atlético de Madrid, Barcelone, Alejandro Valente. Un voyage ultra risqué dans la capitale madrilène, peut-être pour les Blaugrana au stade Metropolitano, où les attendront donc les Colchoneros de Diego Simeone. Écoutons Diego Simeone, parce qu'il a noté une chose, Diego Simeone. Ça sera la première fois que lui, l'Argentin, ne verra pas un certain Argentin en face. Je me centre en el Atlético de Madrid, que es lo que me interesa. Je suis concentré sur l'Atlético de Madrid, mais je n'ai jamais joué contre Barcelone sans Lionel Messi. Si je ne me trompe pas, il a disputé tous les matchs avec le Barça face à nous ces dernières années. On verra bien demain comment on peut affronter le Barça sans Messi. Mañana que sucede será un partido sin Leo de parte del Barcelona. Sin Leo,
Ça change tout, Alejandro, pour l'Atlético. On devine le soulagement de Diego Simeone, que quand même, c'est pas la même chose d'affronter Barcelone avec Messi que sans Messi. Alors, évidemment, les résultats de ces milieux de semaine, la défaite de Barcelone à Benfica, la victoire de l'Atlético à Milan semblent indiquer des trajectoires assez opposées. Mais il faut quand même dire que pour ce match, les deux équipes sont quand même très proches en termes de performance en championnat. Il y a un point qui les sépare. Et donc, c'est un match peut-être plus ouvert qu'on ne l'imagine, d'autant que Barcelone est toujours invaincu, alors que l'Atlético a concédé déjà une défaite dans ses débuts de championnat. Voilà, donc c'est quand même, à mon avis, ça va être un match plus serré que certains ne l'imaginent. Alors peut-être plus serré qu'on ne l'imagine. Bon, on veut bien vous croire, Alejandro, mais Xavier, il y a une chose. On a l'impression, enfin, d'après tout ce qu'on lit, d'après tout ce qu'on voit et qu'on entend, que c'est le dernier match de Ronald Koeman. Oui, effectivement, là, il est régulièrement critiqué par les supporters du Barça et par la presse espagnole. Critiqué aussi pour ce qu'il fait sur le terrain. Mais c'est plus lui qui est sur le terrain, et malheureusement, avec les joueurs qu'il a, et c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, on peut critiquer ses choix, mais il n'a pas quand même énormément de possibilités, puisqu'on rappelle qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis parce qu'on ne pouvait pas les garder ou parce qu'il fallait faire des économies. Donc, il reste les jeunes et il les fait beaucoup jouer. Et malheureusement, Pedri s'est blessé et sera indisponible pour le match contre l'Atlético Madrid. Il était déjà indisponible. Mais du coup, il a lancé par exemple le jeune Gabi qui vient d'être appelé en sélection espagnole. Il y a Ansu Fati qui revient. Donc, l'espoir, il existe encore à Barcelone. Ronald Koeman y a joué comme joueur. Il y a été entraîneur adjoint. Il connaît bien la maison. Alors bien sûr, c'était pas l'entraîneur que voulait le nouvel entraîneur Laporta, que voulait le nouveau président, Laporta. Mais vous pensez qu'il va rester après ce match? Après, vous allez le virer, ça va coûter 12 millions d'euros. Mais moi, je ne veux pas le virer, je vous pose la question. S'ils virent Koeman, ça coûte quand même déjà 12 millions d'euros de le virer, bien sûr. Alejandro. Mais alors, effectivement, je pense que si Laporta n'écoutait que lui, Koeman cessera d'être entraîneur de Barcelone ce week-end. Après, il faut trouver un remplaçant. Et ça, c'est une difficulté, d'autant que Barcelone a une limitation salariale imposée par la Liga qui fait en sorte que l'entraîneur qui viendra devra se contenter d'un salaire bien inférieur à ce qu'on pratique habituellement dans ce genre de club. Hier, François David nous disait que ça coûterait 12 millions d'euros si Koeman partait. Rapidement, Rémi, vous pensez danger pour le Barça à l'Atlético avec un Antoine Griezmann qui revient un peu ou non? Je devrais rappeler que depuis 2010, en Liga, le Barça battait toujours l'Atlético. Et curieusement, avec Lionel Messi, l'Atlético a battu le Barça. Donc, il faut préciser ça. Et maintenant, et LRF vient de dire oui, pour dire que, bien évidemment, la saison dernière, ça fait quand même depuis 2008 que le Barça n'avait pas fini en 3e position. Donc, il s'était déjà la dégringolade. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire par rapport à Koeman, je voudrais juste ajouter que si ça ne dépendait que de Laporta, on dit il l'aurait viré. Qui a prolongé Koeman? Koeman a été prolongé. Il n'avait pas le choix, vraisemblablement. Non. Koeman a été prolongé le 3 juin 2006 parce que Laporta nous disait que Koeman venait de faire. Oui, justement pour qu'il soit jusqu'en 2022. Son contrat était déjà fini. C'est lui qui l'a prolongé. Donc, il nous a dit que sur le bilan, il nous a présenté que c'était 54 matchs, dont seulement 11 défaites. Il avait 35 victoires. Et il a dit que c'était l'entraîneur qu'il voyait. Et maintenant, il demande à Koeman qu'il faut jouer en 4-3-3. Or, on sait que, justement, ce Barça sans Koeman avait pris en 4-3-3 8-2 contre Bayern. Cette fois-ci, ils n'ont pris que 3-0. On va rappeler quand même qu'à l'époque, il y avait encore Messi, il y avait encore Griezmann, donc la situation était très différente. On verra ça au cours du week-end et c'est sûr, on y reviendra la semaine prochaine parce qu'on va les observer à la loupe. C'est Blaugrana et Ronald Koeman. Un petit derby en passant et ça sera dans le championnat de France.
Dans un chaudron tout chaud pour attendre le derby de cette région de France entre Saint-Étienne et Lyon. Alors 2 équipes qui n'ont pas du tout la même dynamique. Saint-Étienne pour l'instant c'est 0 victoire, 5 défaites et 3 nuls. Écoutons Claude Puel expliquer comment résister, lui et surtout ses joueurs, à la pression alors qu'on sait que Saint-Étienne est en plus dans un contexte compliqué puisque le club est théoriquement à vendre et qu'il y a théoriquement des acheteurs. La situation n'est pas évidente, mais les joueurs et mon groupe se construisent aussi dans l'adversité. Et c'est pas simplement depuis aujourd'hui. L'année dernière, il y a eu des moments également très difficiles dans l'adversité. Bon, c'est un groupe qui se construit et qui ira chercher des ressources pour justement regarder devant et corriger ce qui mérite de l'être. Trouver des ressources pour regarder devant. De toute façon, ils viennent regarder derrière, il n'y a personne. Ils sont obligés de regarder devant, Xavier. C'est très compliqué pour Saint-Étienne qui n'a absolument plus de moyens financiers. L'Observatoire du football prévoit que le club descendra la saison prochaine. Oui, sur la dynamique actuelle, vous l'avez rappelé, 5 défaites en 8 journées, c'est forcément la relégation. Maintenant, je ne pense pas que ce soit ce match contre Lyon qui soit, même si c'est fort en émotion pour les supporters, qui soit le tournant. Parce qu'aujourd'hui, le championnat de Saint-Étienne, c'est contre Lorient, contre Metz, contre les équipes de bas de tableau, où il va falloir assurer le maintien. C'est pas contre Lyon qui joue pour revenir en Ligue des Champions. Donc ça risque d'être très compliqué pour les Verts ce week-end. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes joueurs parce que le centre de formation de l'ETRA reste un centre de formation performant. Et donc, Claude Puel... Il y a l'odeur de derby, il y a l'odeur de poudre. Claude Puel est un bâtisseur, c'est un entraîneur d'expérience. Il faut lui laisser le crédit de continuer à maintenir cette équipe dans l'espoir du maintien, même si c'est compliqué. Et surtout ce week-end, ça va être très difficile. Rémi, en tout cas, on imagine qu'on verra peut-être quelqu'un à l'œuvre, et c'est un certain Karl Toko Ekambi. Il a marqué hier en Ligue Europa pour le compte des Lyonnais. Peut-être marquera-t-il au cours du week-end. On en reparlera. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et tout de suite, la parole à nos auditeurs internautes, à ceux qui nous envoient des cartons, les cartons de la semaine, leur carton de la semaine. Bonjour, Radio Foot International. C'est Benjamin Kouam depuis le Togo. Je donne un carton vert à Idrissa Gana Gueye pour sa prestation ici celle pendant le match PSG City. Pour moi, c'était la tête principale de cette victoire, même si je n'oublie pas le premier but de Lionel Messi sous la tunique parisienne. Un but que j'ai dédié à Rémi Ngono. Je sais qu'il attendait ça depuis. Bye bye. C'est Victor depuis Brazzaville. Moi, je donne un carton vert à Julian Nagelsmann parce que ce travail qu'il fait est un travail très prometteur. Je crois que c'est l'entraîneur dont le Bayern rêve, dont le Bayern a vraiment besoin en ce moment. En tout cas, big up à lui, carton vert. C'est Mahmoud Sidibé, Bamako, Mali. Carton vert à Cristiano Ronaldo d'avoir marqué les buts de la victoire en Ligue des Champions contre Villarreal. Merci. Allô, bonsoir Radio Foot International. C'est de la part de Ouedraogo Seydou depuis la belle ville de Bobo Dioulasso. Cette semaine, mon carton jaune, très jaune, s'adresse aux journalistes sportifs français qui ne cessent d'insulter Léo Messi, l'immortel, l'inébranlable. Comme le dit un proverbe burkinabé, la vérité d'un pauvre n'est jamais prise en compte. Salut et à bientôt. Vive le PSG. Salut l'équipe. Moi c'est Georges. Arsenal, on a tapé Tottenham. Salut Annie. Salut l'équipe. Moi c'est Georges. Mon carton vert aujourd'hui c'est à l'équipe d'Arsenal. Merci. Bonne émission. Aujourd'hui, j'attribue mon carton vert à Harry Kane, qui a inscrit un bon triplé, qui a subi pas mal de critiques la fois passée contre le match Arsenal, mais qui a heureusement inscrit un triplé et qui a prouvé qu'il était le meilleur. Merci beaucoup. Et je profite pour dire un bonjour spécial à Madame Annie Gasnier, qu'on kiffe fort ici. Il faut continuer, Madame Annie, ce que vous faites. C'est très important pour nous. Merci beaucoup et bonne émission. Moi, c'est Amadou Ourijalo depuis la Guinée-Conakry. Je donne un carton vert à Karl Toko Ekambi, que je trouve ici exceptionnel depuis le début de la saison et qui est présent surtout dans les grands rendez-vous. Je vous remercie. Bonne émission à vous.
Moi, c'est Adam Ia depuis le Cameroun. Je donne un carton rouge à Ronald Koeman pour son utilisation des systèmes de 3 défense qui n'a jamais marché. Je profite aussi pour saluer mon ami le Catalan Javier Barré, l'incontournable des Cafés des Sports Javier Barré. Salut Radio Foot International, je m'appelle César Adamdogo, je vis au Togo. J'adresse un carton rouge à toute l'équipe du Real Madrid. Le Real Madrid de 13 Ligues des Champions qui s'est fait battre par le Sheriff Tiraspol de Moldavie. Comme le dit un proverbe africain, l'éléphant a beau être grand, mais c'est la fourmi qui le fait trébucher. Coucou. Alors, ouais, derrière moi, c'est la plage de Pointe-Noire. On appelle ça la Côte Sauvage. Alors, j'adresse un carton vert à Lionel Messi après avoir marqué son premier but avec le PSG. Carton vert à Lionel Messi. Je salue ainsi que Rémi Ngono et Xavier Barré. Bonne émission à vous. Merci. En plus, Messi. Hein, ils sont toujours aussi bien, nos auditeurs, nos internautes. Messi a couru, embrassé Neymar. Oui, et c'est Mbappé qui lui fait une passe décisive. Dès qu'il marque, vraiment, cette ingratitude, c'est pas possible. Non, il fait le signe vers Mbappé. Ouais. Il fait le geste vers Mbappé pour lui faire signe, pour le remercier justement. Mais il va embrasser ailleurs que toi. Non, après, c'est les autres qui viennent l'embrasser. C'est les autres qui viennent l'embrasser. J'étais au stade, moi, monsieur. Rémi, vous avez noté les cartons, les proverbes. Il y en a des nouveaux là que vous pourrez réutiliser. La fourmi qui fait trébucher l'éléphant. En tout cas, merci à Georges, parce que grâce à lui, chaque fois, on a quelques petites images de cette tribune des Gunners, n'est-ce pas? Alors, chaque fois qu'il gagne, il met un carton vert. C'était rare, et quand il perdait, il mettait un carton rouge. Un petit plus aussi, tout de suite, eh bien, du côté du Sénégal, parce qu'un salut aux Marseillais du Sénégal. Ils ont rendez-vous, je le dis, demain après-midi, samedi, pour la finale du tournoi de la fraternité, où un hommage en public sera rendu à Pape Diouf, l'ancien président sénégalais de l'OM décédé du Covid en avril 2020. Enfin, il y aura des gens dans le stade pour lui rendre hommage. Et Khalifa Babacar Niang et Aloun Diop vous attendent avec l'association des amis marseillais du Sénégal. Rendez-vous au terrain libéré 6 du camp pénal. Et on continue. Xavier Barré. La couleur de votre carton. Un carton vert comme Benjamin du Togo. Un carton vert pour la même raison, en fait, pour le même personnage. Vous avez plutôt. Un t-shirt vert. Lui, oui, j'ai mis une veste. Bon, pour Idrissa Gana Gueye, mais alors, bien sûr, il y a eu son but remarquable, sa détermination sur le terrain, ce volume de jeu extraordinaire. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est son fair play quand il a pris la semelle de Kevin De Bruyne. Parce qu'effectivement, il y a tellement de joueurs qui seraient restés à se retourner, qui auraient fait le mort pour obtenir le carton rouge. On voit d'ailleurs, il y a un long moment, on voit l'arbitre qui hésite, on voit De Bruyne qui est dans l'expectative parce qu'il sait qu'effectivement, il fait faute. Et bien, Idrissa Gana Gueye se relève. Il va saluer De Bruyne et les deux joueurs continuent à nous livrer ce formidable match qui s'est fini donc à 11 contre 11. Donc chapeau à Idrissa Gana Gueye pour son fair play. Rémi, carton rouge? Non, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Je suis très gentil, surtout que c'est un jeune. Il y a plein de gâteaux qui vous attendent Yanis sur Internet. Laga, justement, c'est un jeune de l'OL qui est maintenant devenu comme cette femme qui est sollicitée, ou bien plutôt cet homme qui est sollicité par deux belles femmes. Donc, pratiquement, c'est la polygamie. Et il y a l'équipe de France qui veut de ce jeune homme. Et il y a aussi l'Algérie qui veut du même jeune homme. Et la France doit rencontrer l'Algérie, justement, à Clairefontaine. Et qui doit jouer l'arbitre, c'est maintenant Yanis Laga, qui devrait donc certainement choisir l'équipe d'Algérie, parce qu'il avait déjà évolué là-bas avec les 17 ans. Donc, je crois qu'il va encore choisir là-bas pour qu'il puisse encore être mieux, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Un petit saint dans une église devient Dieu dans une chapelle ». Alejandro. Non, un carton vert aussi, mais au public d'Argentine qui va enfin retrouver les stades. On connaît la passion qui habite les supporters argentins. On peut la voir là sur l'écran. Ils sont privés de stade depuis 573 jours, depuis le 8 mars 2020. Eh bien, ils vont retourner au stade avec une jauge de 50% dès ce week-end. Et avec notamment dimanche le Super Classico entre River Plate et Boca Juniors, qui pourra être suivi au stade Monumental par 36 027 spectateurs exactement.
Pour terminer le carton de Radio Foot International, il est vert et il va à un autre Argentin. Décidément, il y a beaucoup d'Argentins dans cette émission. C'est à l'Argentin Carlos Bianchi, le goleador du stade de Reims. Il le fut aussi du PSG. Demain, il participera à l'inauguration d'un stade qui porte son nom. C'est le stade de Bezanne, la petite ville de la banlieue de Reims désormais, et là où arrivent les TGV en provenance de Paris. La légende rémoise y sera demain matin à 10h du matin. Et c'est la fin de Radio Foot International. Déjà, ça passe trop vite, je sais. On va déboucher le champagne. On se retrouve tous la semaine prochaine. Merci à tous.